Alors, nous allons enchaîner tout de suite avec M. Ronald Maurice, qui est professeur à la Faculté d'éducation de l'Université McGill. Il enseigne entre autres la philosophie de l'éducation et la didactique de l'éthique et culture religieuse. Il s'intéresse plus particulièrement aux approches narratives en éthique. Marie-Pierre en a parlé brièvement ce matin. Il s'intéresse également à l'éducation morale, aux liens corps-esprit, aux dimensions éthiques du leadership et de la culture universitaire, et aussi à l'éthique du mieux-être en éducation. Si le titre n'a pas changé, parce que celui-ci avait changé. La communication s'intitule « Le port de symboles religieux chez les enseignants. Quelle neutralité, quel espace public ». C'est bien ça? C'est ça. Oui, alors on t'écoute. Merci. D'accord, bonjour. Je vais reprendre quelques propos qui ont été abordés aujourd'hui, mais en même temps, dans la deuxième partie de ma communication, je vais amener un questionnement sur des enjeux qui n'ont pas été abordés encore, que je considère très importants, c'est-à-dire les enjeux éthiques de la dimension visibilité et invisibilité dans l'espace public. Donc, ça sera la deuxième partie. J'ai divisé la communication en deux. La première sera sur la question de la neutralité et la deuxième sur l'espace public. Une petite note en partant, j'ai décidé de faire ma communication à partir d'un texte. Le français est ma deuxième langue écrite. Et puis, pour moi, c'est un peu plus facile de partir d'un texte. J'aurais souhaité avoir un PowerPoint pour résumer les points, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Et puis, en même temps, l'avantage, c'est qu'on ne pourra pas constater mes fautes d'orthographe dans mon texte. C'est peut-être la vraie raison. Et puis, l'autre, par contre, c'est que mon texte, et je vais laisser la place à la discussion, mon texte est assez bref pour contredire Mathieu ce matin avec son commentaire sur les universitaires. J'ai environ 20 ou 25 minutes ou plus sur le texte. J'espère vraiment ouvrir une discussion. Et puis, comme vous allez voir, je vais partir avec le résumé. Si vous avez lu le résumé, mais j'ai fait quelques modifications dans mon résumé parce que au fur et à mesure, quand j'ai envisagé le titre, j'ai pas changé le titre, mais quand j'ai envisagé au départ, je pensais prendre plus de temps sur la question de la neutralité. Et puis, au fur et à mesure que je lisais, que je réfléchissais, la question de la visibilité et l'invisibilité dans l'espace public prenait plus de place. Donc, j'ai changé un peu l'orientation de la présentation. Bon, le préambule du projet de loi sur la Charte des valeurs affirme que la laïcité et la neutralité religieuse de l'État confèrent des obligations pour les membres du personnel des organismes publics dans l'exercice de leurs fonctions, dont un devoir de neutralité, un devoir de réserve en matière religieuse. D'après la Charte, ce devoir de réserve se traduit notamment par des restrictions relatives au port d'un objet marquant ostensiblement une appartenance religieuse, comme vous le savez. Dans cette communication, nous examinons en premier temps les présomptions sous-jacentes à cette conception de la neutralité. Nous proposons que le port de symboles et de vêtements religieux ne soit pas en soi incompatible avec le devoir d'impartialité évoqué par le programme ECR et ni incompatible avec les visées de la laïcité. En deuxième lieu, nous soutenons que le port de symboles religieux par le personnel des organismes publics, tout particulièrement par les enseignants, est tout à fait souhaitable dans une société juste et démocratique. Nous postulons que de rendre les symboles religieux invisibles contribue à l'appauvrissement de l'espace public. À la fin, nous proposons que la visibilité des symboles religieux chez les enseignants peut jouer un rôle important quant à la réalisation du vivre ensemble. Malgré le fait que le parti politique responsable du projet de loi, le projet de loi 60 n'a pas été réélu, les enjeux éthiques de la laïcité et du port du symbole religieux demeurent entiers. Le débat entourant la Charte, comme écrit Marie-Claude Heinz, s'inscrit dans le prolongement de ce qui a été initié par la crise des accommodements dès le début de 2006 et de la commission Bouchard-Taylor, une entreprise qui est malheureusement restée inachevée. Pour Heinz, les débats entourant les accommodements raisonnables et ceux entourant la Charte aujourd'hui témoignent d'une ethos de plus en plus ancrée dans la société québécoise et non d'une simple conjoncture éphémère et passagère. Au-delà de la Charte elle-même, l'enjeu du port des symboles et des vêtements religieux par les enseignants soulève plusieurs questions importantes concernant la posture professionnelle des enseignants dans l'école publique d'aujourd'hui, ainsi que des questions importantes sur la place de la religion
et particulièrement des questions sur la place des minorités religieuses visibles dans l'espace public. Pour ma première partie, quelle neutralité? Dans son dernier ouvrage sur la laïcité, l'historien et sociologue français Jean Bobbereau, dont on vient faire de mention, observe que le discours public sur la laïcité laisse entendre qu'il n'y a qu'une seule laïcité. Il écrit « Chacun évoque la laïcité, incitant à faire croire d'abord qu'il suffit d'employer le même mot pour dire la même chose. Il est important de toujours se poser la question de quel type de laïcité s'agit-il. La même démarche s'impose quant à l'utilisation du terme neutralité. Quand nous parlons de la neutralité, de quel type de neutralité s'agit-il? S'agit-il de neutralité épistémique, c'est-à-dire une croyance qui veut que les savoirs et même les valeurs peuvent exister indépendamment de la condition située ou subjective de l'humain? Cette croyance serait difficile à soutenir vu qu'elle a été considérablement critiquée par un grand nombre de perspectives post-Lumière, par exemple la philosophie des sciences, la théorie critique, la philosophie féministe et l'herméneutique philosophique. Ou s'agit-il d'une neutralité procédurale, c'est-à-dire une perspective qui prône un idéal procédural visant à promouvoir la liberté de conscience et cherchant à éviter une force coercitive ou discriminatoire dans l'exercice de sa profession? Ici, Bobbereau se réfère à l'expression « agnosticisme méthodologique », où l'on met autant que possible entre parenthèses les jugements de valeur dans l'exercice de sa profession. Nous reconnaissons dans cette perspective la conception de la neutralité que prône le programme ECR. Comme vous l'avez vu plus tôt, ici, l'enseignant ne doit pas faire valoir ses croyances. On parle d'un devoir de respect, de réserve, et en même temps, on ajoute, comme Nancy le disait plus tôt, que cette neutralité n'est pas totale ou absolue, dans le sens qu'un enseignant intervient si il y a atteinte à la dignité des personnes. À première vue, cette neutralité procédurale semble compatible avec l'énoncé dans la préambule de la Charte. La Charte parle d'obligations par les membres du personnel d'organismes publics dans l'exercice de leurs fonctions, dont un devoir de neutralité, un devoir de réserve en matière religieuse. La question ici est de savoir si le devoir de réserve d'un enseignant se traduit nécessairement par une restriction relative au port d'objets marquant ostensiblement une appartenance religieuse, comme l'évoque la Charte. À savoir si un enseignant portant un signe ou un vêtement religieux aurait tendance à compromettre son devoir de réserve est essentiellement une question empirique. Et comme le disait M. Leroux plus tôt, une question qui serait difficile, voire même impossible à mesurer. Par contre, nous pouvons quand même déconstruire les présuppositions d'une telle affirmation. Quand il s'agit d'une posture professionnelle de l'enseignant, la conception de la neutralité favorisée par la Charte confondrait la neutralité de l'enseignant avec la neutralité de son enseignement. La conviction qu'une personne religieuse portant des signes ostentatoires exercerait nécessairement une force coercitive sur les élèves repose sur une vision stéréotypée de la religion et du religieux. Elle présuppose, entre autres, une présomption d'obscurantisme et de prosélytisme. Cette présomption a un impact particulièrement pernicieux dans le climat actuel du débat sur la Charte, ce qui a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui. Comme le souligne Leila Ben-Hadjouja, une doctorante et chargée de cours ici à l'UQAM en sociologie, la présomption de prosélytisme de la part d'une femme qui porte un foulard contribue à stigmatiser les personnes croyantes et nourrit l'illusion qu'un danger menacerait le Québec. Je vais revenir à cette perspective de danger et de menace dans la deuxième partie de ma communication. Il n'y a rien en soi qui laisse croire qu'une personne portant des vêtements religieux ne pourra mettre en parenthèse ses croyances et ne pourra souscrire à l'idée que les élèves doivent apprendre à penser par eux-mêmes. Tout au long de ma carrière en formation des maîtres, qui maintenant, on parle de plus de 25 ans, j'ai eu plusieurs élèves portant des signes et des vêtements religieux. J'ai récemment interrogé quelques-uns d'entre eux pour voir comment ils vivaient le débat sur la Charte. Je constate qu'ils ont surtout tendance à adopter une posture d'hyper-vigilance par rapport à l'imposition possible de leurs croyances religieuses. Ils ont peur d'exercer une influence sur les élèves et ils se demandent si leurs croyances ne devraient pas rester entièrement privées. Par exemple, un de mes étudiants est un rabbin. Il porte le kippa et le zizit. Lors de son stage récent dans une école secondaire de Montréal, une école publique, un étudiant l'aborde dans le corridor de l'école pour lui demander pourquoi il y a des tresses attachées à son châle.
Craignant qu'il serait inapproprié d'aborder le sujet dans une école laïque, il hésite longuement avant de répondre à la question. Il finit par lui donner quelques bribes d'informations sur son origine, son lien avec la Torah et avec la prière. L'étudiant trouve son hésite très cool, le remercie en lui donnant la main et poursuit ensuite son bout de chemin. Cet échange a beaucoup angoissé le stagiaire. Il s'est demandé s'il n'aurait pas dû renvoyer l'étudiant voir son professeur de CR. Il s'est demandé si le fait de fournir cette information sur sa pratique religieuse ne représentait pas une forme d'imposition. Contrairement à la vision stéréotypée évoquée plus haut, cette personne religieuse pratiquante, même je dirais très pratiquante, était très conscient de son devoir de réserve et ainsi aussi très conscient de l'importance de respecter la liberté de conscience de l'autre. La peur du stagiaire aurait pu, en fait, contrecarrer une rencontre éducative potentiellement très riche. Et une rencontre, si brève soit-elle, qui s'inscrit tout à fait dans les visées des compétences à développer dans le programme ECR. Inversement, il est tout à fait concevable d'imaginer qu'un enseignant ne portant aucun symbole ou un vêtement religieux et n'appartenant à aucune religion puisse compromettre le devoir de réserve évoqué par la Charte. Un enseignant pourrait, par exemple, dénigrer des groupes ou des citoyens des croyances religieuses particulières. Si je m'en tiens au témoignage de mes étudiants musulmans, ce genre de comportement n'est pas rare. Un enseignant ne portant aucun signe ostentatoire pourrait aussi exercer une force coercitive sur des élèves pour les amener à adopter une idéologie ou une perspective particulière. Dans la réflexion, une des choses qu'on n'a pas encore abordées, que je n'aborde pas dans mon texte, mais on pourrait aborder plus, c'est toute la question de pouvoir, le pouvoir de l'enseignant, le pouvoir dans la relation maître-élève. On ne parle pas d'une relation égalitaire. Je pense qu'il y a un devoir, une responsabilité aussi qui s'impose par rapport à cette relation de pouvoir. On pourrait aussi évoquer la possibilité qu'il soit beaucoup plus facile de dissimuler nos valeurs et nos croyances quand nous ne portons aucun signe ostentatoire. Les forces coercitives de l'expérience scolaire est un phénomène complexe. Dès la première année scolaire, nombre d'élèves pensent ou perçoivent qu'il serait souhaitable d'adopter la vision de l'enseignant pour réussir. Voici un échange entendu récemment sur le campus de mon université. Un étudiant dit à un autre étudiant ce qui suit. « Je veux vraiment obtenir un A dans le cours, mais je ne sais pas si mon texte est assez bon. » L'autre étudiant répond « Ce n'est pas vraiment compliqué. Tout ce que tu as à faire est de t'assurer de donner au prof ce qu'il veut entendre. » Parfois, la coercition prend des formes très explicites. C'est un exemple ici que j'avais partagé lors d'un autre colloque du GRÉ. Il y a quelques années, ma nièce me rapportait le discours de son professeur de philosophie. Parlant du travail de fin de session, il dit aux étudiants « Pour votre essai, vous pouvez prendre la position exprimée dans l'article A. Vous pouvez aussi prendre la position de l'auteur B. Par contre, je dois vous dire que je partage le point de vue de l'auteur A. Si vous défendez la position de l'auteur B, vous êtes mieux d'avoir des bons arguments. » Et en fin de compte, tous les étudiants ont écrit un essai défendant la position de l'auteur A. Si peut-être que l'enseignant, imaginez que l'enseignant peut-être avait une idée très créative en tête, d'inciter les élèves à prendre un risque quelconque, mais manifestement, ça n'a pas fonctionné. Manifestement, l'obscurantisme et le prosélytisme portent plus qu'un chapeau. Bon, deuxième partie. Espace public et l'enjeu de la visibilité. Dans ce qui suit, j'aimerais prendre en fait un virage 360 degrés par rapport à la question de la visibilité et des signes religieux dans l'espace public. J'aimerais proposer que le port des symboles religieux par le personnel d'organismes publics et surtout les enseignants est non seulement acceptable, mais tout à fait souhaitable dans une société juste et démocratique. Pour ce faire, il est particulièrement important, en premier lieu, de prendre en considération l'arrière-plan ou l'horizon à l'intérieur duquel les enjeux se jouent. Dans ses livres « Strangers, Gods and Monsters » « Étrangers, dieux et monstres » et « On Stories », Richard Kearney examine comment la pensée occidentale, depuis ses débuts, associe le bien avec des notions d'identité, de similitude ou de ressemblance, et l'expérience du mal avec la notion de l'extériorité et d'altérité. Ici, le mal est aliénation et le mauvais est un étranger. En anglais, on utilise beaucoup le mot « alien ».
De nos jours, une propension à diaboliser l'altérité comme menace est représentée dans d'innombrables films sur les ennemis envahisseurs. En Amérique, ces envahisseurs sont souvent des extraterrestres et parfois même des extraterrestres déguisés en immigrants. L'imaginaire culturel du nous contre eux est joué dans toute une série de films où le fil narratif se façonne autour d'un envahisseur menaçant la nation. Ici, dans les films comme Men in Black, les passages frontaliers sont lieu de prédilection pour les invasions d'extraterrestres étrangers. Dans la pop comique Captain America, la peur et la panique s'emparent du citoyen alors qu'on lui annonce que la nation a été victime d'une invasion massive d'extraterrestres. « Méfiez-vous, qui n'est pas comme vous, dit le capitaine, et l'ennemi, c'est eux ou nous. » Nombre de chercheurs ont démontré à quel point et de quelle façon les immigrants arabes et musulmans en Occident habitent progressivement l'imaginaire culturel du nous contre eux. Comme l'écrit l'anthropologue Marie-Claude Heinz, l'immigrant et particulièrement l'immigrant musulman, dans nos sociétés euro-américaines, cette figure par excellence de l'étranger renvoie effectivement à une myriade de référents qu'il faut neutraliser et remodeler, comme l'on faisait autrefois avec les sauvages que l'on cherchait à civiliser. Renvoyant de facto à l'extériorité, l'immigrant est plus souvent envisagé comme représentant plus général d'une catégorie menaçante, extérieure de l'ordre des choses, qu'il faut au mieux domestiquer, voire normaliser, pour ne pas dire exclure. Avec les débats entourant la Charte et avec les représentations médiatiques des enjeux de la Charte, le fil narratif de l'étranger menaçant la nation se réalise tout particulièrement autour de la femme musulmane. Lors d'une conférence publique à l'Université McGill sur l'expérience des femmes musulmanes au Canada, la féministe musulmane Leila Badir souligne que la femme musulmane dans ce récit dominant est devenue à la fois menace et victime. Le héros ou l'héroïne de cette histoire est celui ou celle qui réussira à sauver la femme musulmane de son asservissement imposé et consenti, et aussi celle qui sauvera la société québécoise d'un recul vers un passé aliénant. Voyant l'autre à travers ce récit, est tout à fait logique d'imaginer un colloque qu'il y a eu à Montréal sur le port du hijab, où on interdisait l'accès aux femmes portant le hijab. Lors de la conférence de McGill, Shaheen Jimal, membre du Conseil canadien des femmes musulmanes, rapportait qu'un nombre grandissant de femmes musulmanes se disent victimes d'insultes et d'agressions depuis la venue du projet de loi 60. On a évoqué déjà. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est qu'elle parlait de femmes qui se sont toujours senties bienvenues au Québec, qui se sont toujours senties chez eux au Québec et tout à coup vivaient dans la peur. Fait intéressant à noter, la recherche de Deidre Mantel sur la pratique religieuse au Québec témoigne d'une grande discrétion, écrit-elle, des individus nés dans la province quant à leur fréquentation pratique et croyances. Les chercheurs ont été surpris de découvrir que ceux-ci ne parlent pas à leurs proches de leur pratique religieuse. Ils redoutent le ridicule. Ils ne se sentent pas libres de vivre et exprimer leurs croyances ouvertement. Vu de cet angle, la visibilité des symboles religieux chez le personnel d'organismes publics et les enseignants pourrait jouer un rôle important dans la quête du vivre ensemble. Même s'il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, il est tout aussi possible que l'habit porté dans l'espace public pourrait altérer notre conception même de l'autre, tout en altérant notre conception de la participation citoyenne. Pour envisager cette possibilité, je vais considérer deux exemples historiques décrits par Donaldson et Kymlicka dans leur récent ouvrage Zoopolis. Donaldson et Kymlicka se penchent sur les conséquences désastreuses de l'invisibilité pour les êtres minoritaires et vulnérables. Ils se penchent tout particulièrement sur les enjeux éthiques et politiques de l'invisibilité des animaux domestiques. Selon eux, cette invisibilité est un fait marquant des sociétés modernes. Ils décrivent que l'histoire de l'agriculture industrialisée est une histoire de la séparation progressive des animaux domestiques de l'espace occupé par les humains. Cette disparition a eu l'effet de normaliser la souffrance infligée aux animaux. Les auteurs remarquent que cette situation a des parallèles dans l'histoire des personnes handicapées.
Cette histoire nous apprend que la disparition de l'espace public des personnes handicapées a eu des conséquences morales et politiques importantes. Séparation et invisibilité ont coïncidé avec la hauteur du mouvement eugénisme et avec des agressions démesurées. Selon eux, la forme même de la communauté politique a été modifiée. Corps absents, écrivent-ils, n'agissent plus comme une présence corrective ou une force de mise en forme de la vie politique. Si le mouvement moderne visant à protéger les droits des personnes handicapées se concentre sur des questions de réinsertion et d'accès, ce n'est pas seulement à cause de la différence que cela fait dans la vie des personnes en particulier. Pour eux, c'est aussi à cause de la façon dont la présence des personnes handicapées modifie notre conception de la communauté politique et modifie aussi les institutions et les structures de la vie communautaire. Simple présence, dit-il en d'autres termes, constitue une forme de participation citoyenne. Pour l'anthropologue Yara L. Gadman, une politique qui rend invisible l'autre et rejette sa différence est non seulement dépourvue de toute capacité d'action, donc de création, mais en voulant se libérer de l'autre, elle finit aussi par se priver de la possibilité d'une véritable liberté. Nous pouvons aussi considérer la question de la visibilité sous l'angle de la doctrine du forum public émanant de la loi américaine sur la liberté d'expression. Cass Sunstein, un juriste américain, explique que la Cour suprême des États-Unis a statué que les rues et les parcs doivent rester ouverts à l'expression publique. L'un des objectifs ici est d'augmenter la probabilité que les gens vont être exposés à un large éventail de personnes et de perspectives. Quand le forum public fonctionne bien, poursuit Sunstein, ils augmentent la probabilité que ce qui a été caché, ce que les gens ont besoin de savoir, seront portés sur la place publique. L'idée est de diminuer la capacité des gens à se murer contre des points de vue contradictoires. Pour le philosophe américain Michael Sandel, il serait inquiétant de constater que les institutions publiques telles que les écoles, les parcs, les terrains de jeu, centres communautaires, cesseraient d'être des lieux où les citoyens de divers horizons se rencontrent. Pour Sandel, permettre que les conceptions différentes de la vie bonne, à la fois religieuse et laïque, de prendre place dans l'espace public, créer une culture publique riche et substantive. En anglais, substantial, je ne sais pas si substantif est le meilleur mot. Une politique d'exclusion et d'invisibilité, au contraire, contribue à l'appauvrissement de l'espace public. Le terme qu'il utilise en anglais, je n'ai pas trouvé l'équivalent en français, c'est le hollowing. Hollowing, on fait référence à hollow, qui est un vide ou un creux. Ceci, propose-t-il, n'est pas une base prometteuse pour une société juste. Cette conception de l'espace public contraste largement avec une certaine conception de la laïcité qui dit que l'État laïque doit nécessairement reléguer la religion aux sphères privées. Pour Bobéro, cette conception confond laïcité et sécularisation. Il écrit « Dans une société laïque, la religion n'est pas une affaire de l'État, ni une institution publique, ou un pouvoir qui peut réprimer et punir. Affirmer, en revanche, que la religion ne peut se vivre que dans la sphère privée, refuser le droit de manifester ses convictions religieuses dans l'espace public, vouloir neutraliser cet espace de toute expression religieuse, c'est d'opérer un court-circuit entre laïcité et sécularisation. La laïcité est de l'ordre public et il s'agit d'une culture politique. La sécularisation est d'ordre socioculturel. Elle est liée à une dynamique sociale. J'aimerais conclure avec une citation d'Hélène Coran qui m'interpelle tout particulièrement. Cette citation apparaît dans la postface de l'excellent livre Le Québec, la Charte, l'autre et après, que je recommande fortement, qui m'a beaucoup influencé dans ma réflexion. Si l'on prend à rêver d'un espace public tout aussi coloré, chatoyant, comme un appel à rouvrir notre imaginaire, à penser autrement ce qu'il en est de l'appartenance et de l'altérité, du tissage entre le même et l'autre, entre l'homogénéité nécessaire à la construction d'un espace commun et une hétérogénéité créatrice. Merci.